Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Et on ouvre cette deuxième partie de Géopolitique le MAG avec Léa Landman. Bonjour Léa. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de géopolitique et vous nous accompagnez tous les jeudis soirs pour mieux comprendre et mieux décrypter les faits majeurs au Moyen-Orient. Et évidemment, aujourd'hui, on s'intéresse à la situation sur le front nord d'Israël avec cette guerre, on peut peut-être utiliser le mot ici, entre Israël et le Hezbollah. Oui, alors évidemment, surprise, surprise. Ce matin, on nous annonce qu'un cessez-le-feu de 21 jours a été négocié et que Netanyahou a donné le feu vert. Pendant ces 3 semaines, les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres pays arabes, engageront des négociations entre Israël et le Hezbollah. Mais je vous rassure, Steve, Netanyahou et Nasrallah ont refusé le cessez-le-feu, en tout cas pour aujourd'hui. Netanyahou qui était dans un avion ce matin pour New York. Pour New York, oui, pour l'ONU. Bon, mais revenons en arrière. Le 17 et 18, lors des opérations Beeper et Tokiwoki, la seule question qui comptait était « et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelle est la stratégie ?» Il semblerait que les attaques aient été déclenchées parce que des agents du Hezbollah commençaient à douter de leurs moyens de communication. Si c'est vrai ou pas n'a pas vraiment d'importance. Mais est-ce que cette opération rapproche Israël de son nouvel objectif officiel, celui de réinstaller les habitants du Nord chez eux ? Donc des ambitions beaucoup plus restreintes qu'à Gaza. Au final, ça passera par un accord de paix, un accord, certainement pas de paix, mais un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Donc un accord politique. Un accord politique. On parle beaucoup d'accords de paix, mais Israël et le Hezbollah ne vont pas faire la paix. On peut avoir un cessez-le-feu. Alors pourquoi ce détour ? Principalement pour dissocier un cessez-le-feu dans le nord de celui de Gaza, mais aussi pour faire appliquer la résolution 1701 au Hezbollah, donc résolution de l'ONU qui dit que le Hezbollah doit être au nord du Litani, de la rivière Litani. Résolution qui date de 2006. De 2006, après la deuxième guerre du Liban. Et donc aussi positionner l'armée libanaise au sud du Litani pour faire respecter cette résolution. Israël ne peut pas détruire le Hezbollah, et d'ailleurs, c'est pas un objectif déclaré d'Israël. L'objectif est de permettre à 80 000 personnes de retourner vivre dans le nord et regagner les frontières israéliennes jusqu'à la prochaine escalade. Donc il y a environ 2 semaines, Israël a ajouté l'objectif de faire revenir les habitants du nord chez eux. C'était pas avant dans les objectifs de guerre. La force de frappe qu'on observe ces derniers jours qui visait à ramener en fait Nasrallah à la table des négociations, lui qui dit depuis le 8 octobre qu'un cessez-le-feu avec Israël dépend d'un cessez-le-feu à Gaza, en fait, c'était un peu l'objectif des Israéliens. Donc c'est l'illustration du fameux principe, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Exactement. Et il y a plein d'articles en ce moment en Israël qui disent, mais en fait, Clausewitz, n'importe quoi, en fait, ça marche pas du tout, c'est pas du tout l'histoire. Donc Israël a considérablement affaibli le Hezbollah, ça c'est vrai, que l'Iran, par ailleurs, a laissé se débrouiller seul en affirmant que le Hezbollah était suffisamment fort pour faire face à la situation. Donc en gros, débrouillez-vous quoi. Alors la question, c'est pourquoi Israël s'arrêterait maintenant ? Peut-être que parce que l'on connaît en Israël les dégâts que le Hezbollah peut infliger. La chercheuse Daphné Barak-Richmond a écrit aujourd'hui un article sur la possibilité tout à fait tangible que justement maintenant le Hezbollah essaye d'entrer en Israël par les tunnels qu'ils ont creusés dans le nord. Donc c'est une vraie menace, c'est une vraie possibilité. Pour l'instant, Netanyahou a dit ce matin qu'il a donné le feu vert. Il s'est rétracté depuis. Mais il indique également que les négociations se feront tout en continuant le combat, si négociation il y a. Aujourd'hui, il y a 2 canaux de négociation principaux, celui de la France et celui des États-Unis, qui ont été réunis maintenant. Emmanuel Macron sait que la France ne peut pas régler ce conflit. Son influence, bien que non négligeable, n'a aucun levier sur l'Iran, ni sur le Hezbollah, et surtout pas sur Israël. Ce sont les Américains qui mènent la danse. Or, le discours de Macron à l'ONU appelle, de fait, à arrêter de vendre des armes à Israël et demande à tous les pays qui peuvent de faire pression. C'est vraiment intéressant parce que, contrairement à la guerre de 2006, donc la deuxième guerre du Liban, on entend aujourd'hui des Libanais se détacher du Hezbollah en affirmant que Gaza n'est pas leur guerre. Et certains se réjouissent discrètement de l'affaiblissement du Hezbollah. On a vu même des images montrant des habitants des villages druzes et chrétiens chasser des habitants chiites du sud libanais qui venaient s'installer. Oui, et on dit officiellement aujourd'hui, c'est plus vocal qu'avant en tout cas. Donc que l'Occident ne soit plus clair ou pas clair sur ce point est peut-être prévisible, mais ridicule et pour changer lâche. Empêcher la guerre, c'est pas une stratégie. Et l'Occident ne veut pas la paix en fait, il veut le silence. Donc depuis le 17 octobre, moi, je suis perplexe. Une opération ciblée contre les membres du Hezbollah, notamment la force Radouane, donc c'est le commando d'élite du Hezbollah, a eu lieu. Il s'agit d'une opération militaire majeure
ciblées contre les membres d'une organisation terroriste reconnue comme telle par les États-Unis, Israël, l'Allemagne et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Même la Ligue arabe avait désigné l'organisation comme terroriste en 2016, mais avant de revenir sur cette désignation, il y a 3 mois. Okay, donc on comprend que la politique a joué un grand rôle, mais enfin, tous les acteurs sont prêts à dire quand même que le Hezbollah, c'est une organisation terroriste. Sauf peut-être la France. L'Europe, l'Union européenne, on fait une distinction. La France, donc, comme l'Union européenne, fait cette distinction diplomatique entre la branche armée et la branche politique du Hezbollah. Officiellement, c'est pour maintenir un canal de dialogue avec le Hezbollah, l'acteur fort du Liban, mais cette distinction, elle est fictive, elle n'existe pas en fait. Donc, depuis lors, nous lisons les réactions des uns et des autres, et les titres de la presse internationale nous font rêver. En tout cas, moi, elles me font rêver encore une fois. L'ONU veut voir les responsables traduits en justice. BFM présente un responsable sport du Hezbollah comme s'il s'agissait d'une association de la mairie de Paris. Emmanuel Macron prononce un discours incompréhensible où il met sur le même plan l'explosion du port de Beyrouth, la crise économique et la guerre, sans jamais nommer le Hezbollah. Dans tout son discours, il n'a pas dit le mot Hezbollah une fois. À l'ONU, oui, mais son premier discours, non. Son adresse au peuple libanais jeudi soir dernier. Oui, et finalement, en fait, il remet la responsabilité aux Libanais pour assainir leur gouvernement. Mais le pays, il est pris en otage. Il a été pris en otage par les politiciens corrompus, par le Hezbollah. Et en fait, remettre ça sur les Libanais, c'est vraiment... c'est se moquer un peu de la situation dans laquelle le Liban se trouve, en fait. Donc, Emmanuel Macron présente ses condoléances aux civils blessés, mais il sait très bien que la majorité des blessés sont des membres de l'organisation terroriste, probablement de la branche armée. Il n'y a pas de confusion possible, en fait, autour de ce truc-là. De plus, l'armée israélienne a mené une vaste opération d'influence au Liban, avertissant les habitants qui abritaient des armes du Hezbollah de quitter leur domicile. Ils ont envoyé des tracts, des SMS, ont pris le contrôle des stations de radio, et ça a fonctionné. Il sait également que le Hezbollah a attaqué Israël depuis le 8 octobre, il l'a dit dans son dernier discours. Enfin, il l'a pas dit clairement, il a dit depuis le 8 octobre. Donc, c'est référence au fait que le Hezbollah ait commencé à attaquer Israël le 8. Oui. Et n'a cessé depuis, afin de soutenir le Hamas et la cause palestinienne. On dirait que Nasrallah a décidé que le Hamas, lui, c'était les Palestiniens. Ce qui nous a beaucoup interpellé, Léa, également, c'est cette rencontre avant-hier entre le président Macron et son homologue iranien. Oui, on les voit, en fait, on voit une photo de cette réunion. Qui est tout à fait logique. Heureusement qu'il y a encore des pays occidentaux qui peuvent parler à l'Iran. On ne veut pas complètement détacher le dialogue, ça c'est évident. Mais Macron est tout sourire. Alors, on sait que le contenu était dur, etc., mais le sourire. Il y a rien. C'est symbole qui vous dérange. L'Élysée indique que le président de la République a souligné la responsabilité de l'Iran dans le soutien à une désescalade générale et dans l'usage de son influence pour avancer vers un cessez-le-feu à Gaza et une cessation des hostilités. Très bien que des pays occidentaux parlent directement à l'Iran, mais qu'est-ce qui a été dit ? Sur quel ton ? Quel serait le gain pour l'Iran si elle empêche le Hezbollah de riposter avec des missiles iraniens ? Et surtout, Macron n'a aucun prix politique à payer pour se sourire avec le président iranien. En fait, et si on lit ça, il dit quoi à l'Iran ? La responsabilité dans le soutien d'une désescalade et pas sa responsabilité de l'Iran dans l'escalade régionale depuis le 7 ? Enfin, on est à l'envers, en fait. Et dans l'armement du Hezbollah, parce que le Hezbollah ne pourrait pas combattre Israël sans l'aide de l'Iran. Non, et une des raisons pour laquelle l'Iran n'est pas enjoué maintenant de voir une guerre totale entre le Hezbollah et Israël, c'est que l'Iran arme le Hezbollah pour soutenir l'effort iranien au cas où les Israéliens attaqueraient les installations nucléaires. Donc maintenant, gaspiller tout cet arsenal, pour les Palestiniens en plus, là, les Iraniens ils commencent à se dire, oula, on va les laisser se débrouiller, en fait. Pour terminer, Léa ? Alors, juste pour terminer, je voulais vous faire un petit contexte historique des relations entre le Hezbollah et les Palestiniens, parce que c'est vraiment intéressant. En fait, les Palestiniens, après 1948, sont arrivés, ils étaient à peu près 200 000 à être réfugiés au Liban. Et dans ce pays sectaire, ils ont été déplacés dans des camps de réfugiés sans jamais être intégrés. Ils ont joué un rôle majeur dans la guerre civile libanaise entre 75 et 90, notamment à travers l'OLP, des milices, etc. Donc, après 82 et l'invasion israélienne et l'expulsion de l'OLP au Liban, leur force a été réduite. La Tunisie, ouais, exactement. En Tunisie, du Liban, pardon, pas au Liban, évidemment. Donc, malgré cette diminution, les camps de réfugiés sont restés des bastions palestiniens. Le Hezbollah a pris le relais de la résistance armée, donc en fait, maintenant, ils n'ont plus tellement de raison d'être. Ils gardent des relations, j'ai envie de dire,
de solidarité idéologique, pragmatisme politique. Ils ne se mêlent pas de ce qui se passe dans les camps. Il y a eu des fois où on ne sait pas si le Hezbollah ou les Palestiniens, les réfugiés palestiniens ont tiré sur Israël. Ça arrangeait bien Israël et le Hezbollah de dire non, c'est les Palestiniens, c'est pas nous. Comme ça, il n'y avait pas besoin d'escalade. Exactement. Donc, ces relations, elles sont vraiment intéressantes parce qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas l'amour fou. Et c'est pas une alliance logique, en fait, à part cette histoire de résistance contre Israël. Donc les Libanais, en fait, ils sont entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur. Et pour la première fois depuis très très longtemps, on l'entend aussi. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous pour cette chronique qu'on peut retrouver notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci, Steve.